On part au Festival de Cannes pour la cérémonie de clôture. La 67e édition se referme ce soir, qui décrochera la Palme d'Or. C'est à vous, Isabelle Chenu, en direct de la Croisette avec Sophie Torlotin et Elisabeth Lequéré. Qui a obtenu la Palme d'Or? Eh bien, la Palme d'Or. La Palme d'Or est attribuée. Émission spéciale, cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes. Isabelle Chenu. Bonsoir à tous et bienvenue au Festival de Cannes pour cette 76e cérémonie de clôture du plus grand rendez-vous du cinéma mondial. Nous allons vivre cette soirée ensemble et en direct du pavillon des cinémas du monde au pied du Palais des Festivals. Dans la grande salle du Théâtre Lumière viennent de prendre place 2300 invités, la fine fleur du 7e art, mais aussi de simples habitants de la ville de Cannes, car chaque année, un quota de places conséquent, un tiers des places leur est réservé pour ce final. Alors, qui obtiendra la Palme d'Or? Fin du suspense dans une petite heure. 21 films sont en compétition et pour en parler avec moi sur ce plateau, Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin, nos spécialistes du cinéma sur RFI. Vous pouvez les retrouver chaque samedi dans tous les cinémas du monde. Bonsoir à toutes les deux, Elisabeth et Sophie. Bonsoir Isabelle. On vient de voir monter une dernière fois un certain nombre d'équipes de films et elles ont monté les 24 marches du Palais des Festivals. On a donc quelques indices sur les heureux qui seront quelque part au palmarès, décernés par le jury paritaire présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund. Ruben Östlund et les Palmes d'Or avec son film Sans filtre 2023, donc Palme d'Or l'année dernière. Mais avant de rejoindre la scène en direction du Grand Théâtre Lumière, peut-être deux mots de cette édition 2023 avec vous, Sophie et Elisabeth. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette édition? Il y avait 7 réalisatrices dans la compétition sur 21 films. Ça peut paraître modeste, mais c'est un record, Elisabeth. Oui, c'est un record. Alors, on est loin d'avoir la parité, mais c'est quand même, voilà, 7 femmes sur 21, ça veut dire qu'il y a une chance sur 3 qu'une femme gagne la Palme d'Or cette année. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes réalisatrices. Je pense bien sûr à la Tunisienne Kauter Banania avec son film Les filles d'Olfa, ou la Sénégalaise Ramata Toulaïsi avec Banel et Adama. Donc oui, on a l'impression que le festival a fait un effort, si je puis dire, pour que les femmes soient présentes et très présentes en compétition. Un premier film, d'ailleurs, il faut peut-être le signaler, premier film en compétition pour Ramata Toulaïsi qui représentait le Sénégal. Alors, il y avait aussi beaucoup d'habitués dans ce festival, Sophie Torlotin, des grands noms certains ont déjà reçu pas mal de prix d'ailleurs. Bah oui, par exemple, à commencer par Ken Loach, qui est le doyen de cette compétition, 86 ans, qui présentait ici The Old Oak. C'était le dernier film qui était en lice pour la Palme d'Or et qui a été projeté hier vendredi. Mais il y a aussi d'autres réalisateurs palmé, Nanni Moretti, l'italien, l'allemand Wim Wenders, le Coris Maki n'a pas eu la palme, le finlandais, mais il était aussi bien habitué. Et puis le japonais Hirokazu Koreeda. Ouais, Hirokazu Koreeda qui a eu la Palme d'Or pour une affaire de famille en 2018, je crois. Voilà, donc ce festival se veut un peu le festival de la relève. On a l'impression que dans les sélections parallèles, on a voulu faire monter beaucoup de premiers films, faire monter une nouvelle génération de cinéastes venus du monde entier. Une vingtaine de premiers longs métrages qui étaient en lice pour la Caméra d'Or. C'est énorme. La Caméra d'Or, justement, qui vient d'être remise. Elisabeth Lequéré, la présidente du jury de la Caméra, alors qui a d'ailleurs fait un lapsus qui a été applaudi et toute la salle a ri parce qu'elle a dit la Palme d'Or est attribuée. En fait, c'est la Caméra d'Or pour un film, un film magnifique, un voyage envoûtant. C'est L'Arbre au papillon d'or du cinéaste Pham Thien Anh. Il a 34 ans. Anaïs de Moustier, elle a dit un cinéaste est né et c'est joyeux. Et effectivement, c'est un film de 3 heures qui a l'air totalement merveilleux. Alors, c'est Chiara Mastroianni qui est la maîtresse de cérémonie de ce 76e Festival de Cannes. Le jury est en train d'entrer sur scène. Alors, un jury autour de Ruben Östlund
qui est donc le président Palme d'Or de l'an dernier. C'est un président du jury, on a dit, qui n'aimait pas les consensus, qui avait dit que il n'avait pas envie d'être un président de consensus. Oui, ça c'est le Suédois, hein, qui a déjà 2 Palmes d'Or en fait à son actif, et il a dit au début juste avant que ne commence le festival, qu'il ne souhaitait pas le consensus, que ce qui lui faisait presque le plus peur, c'était l'unanimité sur un film. On connaît lui son goût pour la provocation. Alors est-ce qu'ils auront beaucoup bataillé dans le jury? On va le savoir dans quelques minutes. On va voir un peu les prix qui vont arriver. D'ailleurs, ça commence tout de suite. Alors le jury, il est paritaire, hein, toujours 4 hommes et 4 femmes, avec des profils qui viennent de différents pays, des profils très ouvert. Donc ce jury, est-ce que cette édition 2023, c'était une grande édition? Elisabeth, Sophie, qui veut répondre? Écoutez, je trouve pas que ce soit je trouve pas que ce soit un grand millésime. Enfin, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté entre nous. Les plus grands noms sauf mon sens, Wim Wenders, mais les grands noms ont plutôt déçu. Ken Loach, Gianni Marchetti, même Marco Bellocchio, Correeda, Nuri Bilge Ceylan sont arrivés avec des films qui sont pas forcément les meilleurs de leur filmographie. Non. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec 21 films. Il y a vraiment peu de films qui sortent vraiment du lot. On peut pas dire que ce soit une très mauvaise édition. On a vu bien pire. Mais bon, voilà, il y a les grands noms n'ont peut-être pas satisfait aux attentes qu'on était en mesure d'avoir à leur égard, quoi. Et aucun film ne fait effectivement l'unanimité, comme certaines années où tout le monde se retrouve, je sais pas, comme par exemple pour La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Alors, on va partir dans le Palais des Festivals. Où on vient de voir l'actrice Zahar Amir Ebrahimi, lauréate du prix d'interprétation féminine l'an dernier pour les Nuits de Mashhad. C'est une actrice iranienne. Koji Yakusho. Voilà, premier prix d'interprétation masculine à Koji Yakusho. C'est un acteur japonais. Du film de Wim Wenders, Perfect Days. Il interprète un très modeste employé, celui qu'on ne voit jamais en fait, celui que les autres ne regardent pas. Il va nettoyer les toilettes publiques de Tokyo avec une grande méticulosité et vraiment, il est très investi dans son travail. Et ce que montre ce film, c'est les rituels de son quotidien et la façon qu'il a unique de regarder la beauté du monde, d'être vraiment présent dans l'instant présent. Koji Yakusho a 67 ans, il est incroyable de nuances dans un rôle quasi muet. On l'écoute. Bonsoir. Alors, comme vous avez dit, j'adore le prix. Alors très honnêtement, je n'aime pas du tout faire un discours dans une salle de festival de Cannes, qui est un festival aussi prestigieux. Et je remercie vraiment du fond de mon cœur le festival de Cannes et tous les jurys. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont vu le film Perfect Day, pardon. Alors Koji Yakusho, 67 ans, acteur japonais qui est en train de recevoir son prix. Il a tourné avec d'autres grands réalisateurs japonais, notamment Shoshei Imamura. C'est aussi un fidèle de Kurosawa. Il a vraiment une présence magnétique, Elisabeth, dans ce film de Wim Wenders. Il est formidable. Je dirais qu'il est vraiment à l'image du film, puisque c'est un film haïku. C'est un film qui érige l'infiniment petit en événement. Et lui, il a ce talent, en fait, sans qu'il se passe absolument rien dans la scène, pour... on voit toutes les émotions se succéder, miroiter sur son visage. Je ne spoile rien, mais c'est vrai que le dernier plan du film, il est dans sa voiture. On entend Nina Simone, Feeling Good, pardon. Et c'est merveilleux, quoi. C'est-à-dire, on voit toutes les émotions sur le visage de cet homme qui s'ouvre au monde, en fait.
Alors Wim Wenders est le réalisateur de ce film Perfect Days, pour lequel Koji Yakusho est récompensé. On l'a vu très ému dans la salle, au bord des larmes. Wim Wenders, réalisateur allemand, il a 77 ans. C'est pas son premier voyage au Japon. C'est pas son premier voyage au Japon, et surtout c'est pas sa première venue évidemment à Cannes. C'est son 10e film en sélection, Perfect Days. Alors, on se souvient que Wim Wenders avait obtenu la Palme d'Or en 1984 pour Paris, Texas. C'est vraiment un réalisateur allemand, mais on peut dire que c'est un citoyen du monde. Il a tourné, bon, évidemment dans son pays, l'Allemagne, mais il a tourné en Amérique, Paris, Texas. Il a tourné à Cuba, Buena Vista Social Club, immense succès. Effectivement, c'est le 2e film. Il connaît très bien le Japon. Il est ami avec des grands architectes japonais qui me disaient il y a pas longtemps, à l'origine il est allé, c'était presque un film de commande. On lui avait demandé de venir, de regarder l'architecture, et en fait lui, Wim Wenders, peut-être même à l'image du personnage principal, il s'est arrêté sur peut-être quelque chose ou des lieux que les Japonais ne regardent pas ou ne regardent plus, c'est les toilettes. Oui, alors Thierry Frémaux effectivement nous avait beaucoup intrigué à Paris quand il a présenté les films en compétition. Il nous a dit que Wim Wenders avait fait un film sur un homme pipi. Donc on était un peu curieux, et puis effectivement on a appris qu'il s'était inspiré, en fait c'est un projet artistique, ça s'appelle le Tokyo Toilet Art Project, et il s'agit de transformer à Tokyo 17 toilettes municipales en œuvres d'art. Donc voilà, il s'est passionné pour ça, Wim Wenders, et puis il a trouvé que les toilettes c'était un lieu un peu utopique où tous les humains étaient à égalité. Bon, il a été aussi fasciné, et on le voit dans son film par cette architecture incroyable, et il a eu l'envie de créer ce film justement autour d'un homme qui nettoie les toilettes. C'est un film qui nous a fait du bien, on doit le dire, c'est un film en fin de festival, parce que c'est vrai que les films étaient tellement longs, parfois tellement difficiles, et là tout à coup c'était comme une grande bouffée d'air frais avec ce film complètement zen. On s'est laissé aller, on s'est laissé il a beaucoup porter. plu, il a fait du bien sur cet acteur donc qui joue le rôle, Koji Yakusho joue le rôle d'un homme solitaire, invisible pour les autres, mais qui a un don pour voir la beauté dans les petites choses de la vie, les arbres, un rayon de soleil, un film sur le presque rien. Film sur le presque rien, mais en même temps, qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie, et qu'est-ce que sont ces journées réussies, ces journées parfaites, pour reprendre le titre du film de Wim Wenders. Là, c'est le prix d'interprétation féminine. Alors, on entend en ce moment même, bientôt, le prix d'interprétation féminine qui va incessamment être remis sur la scène du Grand Théâtre Lumière. Et il y a beaucoup de candidates. On a beaucoup énormément de très beaux portraits de femmes. Énormément, et le nom qui revient sans cesse. Mais bon, voilà, nos cœurs palpitent. C'est celui pas le dire avant le jury quand même. Et pourtant elle le mérite. C'est présenté par Brie Larson et Rungano Ruon. C'est l'actrice Brie Larson. Performance for Best Actress goes to Merve Dizdash from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Alors, c'est l'actrice du film de Nuri Bilge Ceylan qui s'appelle Les Herbes Sèches. Son nom, c'est Merve Dizdash. Elle a 36 ans. Évidemment, on ne la connaît pas à l'international pour l'instant. Elle a un très beau rôle, mais c'est presque pas le rôle principal du film. C'est ça qui est assez étonnant. On peut le dire, ce n'est pas du tout le rôle principal. Non, parce que le film est un portrait d'homme. Voilà, les herbes sèches. Donc, elle est en train de s'avancer sur scène dans une longue robe fourreau noire. Pour recevoir ce prix, elle a l'air assez émue et peut-être un peu étonnée. I'm so sorry, Türkçeyi unutmuş olabilirim şu an heyecandan. Çok özür dilerim. Je suis tellement émue que mes mots me manquent et j'ai l'impression d'avoir oublié ma langue maternelle qui est le turc. Öncelikle jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. J'aimerais tout d'abord remercier tous les membres du jury. Cannes Film Festivali'ne çok teşekkür ederim. Ainsi que le festival.
Çok hızlı konuşacağım. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın heyecandan. Je suis tellement émue que je vais parler à une vitesse importante. Oyun arkadaşlarıma, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli benim için her şey şu an. Senaristlerimize, herkese A'dan Z'ye, ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. Alors, comme on n'a pas la traduction simultanée, on va parler un petit peu du film. Et de son personnage, parce que Merve Dizdar, dans ce film Les Herbes Sèches du Turc Nuri Bilge Ceylan, elle joue Nuray, qui est une jeune enseignante de gauche. Elle a été mutilée dans un attentat, et il lui manque une jambe. Et elle interprète donc une femme très engagée à gauche qui, lors d'une scène de repas mémorable avec le personnage principal qui est beaucoup plus cynique et lui désengagé et individualiste, et elle justifie donc l'action collective. Elle essaie de le motiver pour que lui aussi s'engage. Donc c'est franchement un personnage très engagé. C'est peut-être pas totalement loin de l'actualité. On sait que demain aura lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle en Turquie. Voilà. Là d'ailleurs, elle en parle. Elle est en train d'en parler de ce combat que son personnage a mené pour supporter voilà tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. On voit en fond dans ce rôle aussi la situation politique de la Turquie avec des attentats dans lequel elle a été prise parce qu'elle manifestait en fait. Hein. Bon, tout ça c'est en arrière-plan, en arrière-plan. Elle joue quand même une femme brisée qui va vers une sorte de reconstruction, qui se remet debout. Dans ce film. Alors Nuri Bilge Ceylan, lui aussi, hein, c'est un habitué du festival. Hein, il a eu la Palme d'Or pour Winter Sleep, et il tourne une nouvelle fois en Anatolie. Voilà, et avec justement, vous le disiez, hein, au début, ça commence comme le portrait d'un homme. Il est professeur de dessin, il est coincé dans ce village perdu d'Anatolie depuis 4 ans. Il ronge son frein. Au départ, il nous apparaît plutôt sympathique. On va peut-être écouter la traduction. On y reviendra. Garder l'espoir, dit Merve Dizdar. Mais c'est vrai que c'est magnifique parce que on voit cet homme qui donc est relativement sympathique au début, mais ça ne dure pas très longtemps. Il apparaît de plus en plus retors, compliqué, menteur. Voilà, il s'est passé pour un intellectuel, un esprit libre. En fait, il est très envieux. Et face à lui, cette femme, Nuri Bilge Ceylan, a toujours créé des rôles de femmes magnifiques, qui sont, je dois dire, beaucoup plus sympathiques que les hommes dans ses films. Et effectivement, dans cette scène magnifique dont parlait Sophie, il lui tend une sorte de traquenard, hein, parce que en tant que femme seule en Turquie, elle n'est pas censée recevoir un homme chez elle la nuit, et elle s'en sort merveilleusement bien. Elle le pousse dans ses retranchements. C'est un dialogue, c'est un des plus beaux dialogues du film. D'où le fait, sans doute, qu'elle ait reçu ce prix ici, alors qu'elle n'est pas vraiment le personnage principal du film. Merve Dizdar, donc 36 ans, actrice turque, dans le film Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan. Elle a dédié son prix à toutes les femmes qui luttent, qui se battent, à l'image de son personnage Nuray dans ce film. Donc maintenant, on peut peut-être revenir sur la cérémonie. C'est l'acteur John C. Reilly, qui était le président du jury d'une autre sélection, celle d'un certain regard, qui est là pour annoncer le prix du scénario. La phrase la plus passionnante en matière de création dans le cinéma est la suivante: mettez cela noir sur blanc. Car chaque film débute par une idée. En général, quand un réalisateur reçoit le prix du scénario à Cannes, il est toujours un petit peu déçu. Des dialogues, mais au début, c'est pas le prix qui je repense par exemple à Céline Sciamma, qui avait reçu le prix du scénario pour Portrait d'une jeune fille en feu, qui était un film magnifiquement réalisé. Effectivement, elle était un chouïa déçue, surtout que beaucoup la donnaient Palme d'Or. Donc là,
Alors disons qu'en général, le prix du scénario, c'est que les jurés se sont un peu entre-déchirés. Il fallait absolument donner un prix à un film et que voilà, on lui donne celui-là parce que voilà, il n'y a plus de place ailleurs. Donc d'où la déception dont parlait Sophie de Céline Sciamma. Pourtant le scénario très important dans un film. Ça dépend du film. Le prix du scénario va être présenté par Paul Dano. And the award for the best screenplay le prix du scénario revient à Sakamoto Yuji pour Monster. Prix du scénario donc pour Monster du japonais Koreeda. Alors lui aussi, Koreeda, presque à toutes, presque présent à tous les festivals de Cannes. Alors le prix du scénario, il ne l'avait encore jamais eu, mais il a déjà eu tous les autres prix. Le prix du jury, la Palme d'Or, 2 fois le prix d'interprétation masculine. Et finalement, c'est assez logique, je trouve, le prix du scénario pour ce film Monster. Ce film, c'est totalement logique. Qui alterne les points de vue sur un fait où on commence par partir sur un fait de harcèlement scolaire. Donc on est avec le petit garçon et sa mère surtout qui le défend bec et ongle. Puis après on passe dans le point de vue du professeur du garçon, soi-disant harcelé, jusqu'à une troisième partie qui va nous emmener avec ce jeune garçon et en fait la relation qu'il occupe et qui le travaille avec un autre de ses camarades de classe. Oui, Koreeda, c'est quand même un cinéaste des chroniques familiales. Il évoque toujours avec une grande douceur la filiation, le deuil, l'abandon, la difficulté d'être parent, la solidarité des enfants, l'enfance. Et là aussi, c'est un film sur le harcèlement en milieu scolaire, mais raconté depuis de nombreux points de vue, celui de la mère, d'un des enfants, du professeur, de l'enfant lui-même. C'est une intrigue qui va évoluer vers une relation d'amitié amoureuse. Il a eu d'ailleurs un autre prix, la Queer Palm. Il a eu la Queer Palm parce que justement, alors du coup, on est un peu obligé de déplorer le film, mais en fait, c'est un portrait diffracté de cet adolescent, très torturé, etc. Sa mère pense que son instituteur le bat ou le frappe ou le harcèle. Et donc petit à petit, on comprend que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça et que si cet adolescent est torturé, c'est un peu comme un dessin qui apparaît à l'encre invisible. Et de ce point de vue-là, le scénario est magnifique parce qu'il est écrit avec une finesse, une subtilité. Et ce dessin qui apparaît, c'est le secret de Minato. Donc le jeune garçon, c'est un secret indicible dans la société japonaise puisqu'il est homosexuel, d'où la Queer Palm. Alors voilà, on ne sait pas trop si c'est une amitié amoureuse parce que c'est quand même de très jeunes garçons. Oui, ils sont même pas encore au collège. Ils terminent l'école élémentaire. Mais ils sont attirés l'un par l'autre et on voit que le père d'un des garçons est quand même très très méchant, féroce avec son fils même. Exactement. Donc Hirokazu Koreeda a 60 ans. Il a eu 7 films. 7 de ses films ont été programmés au Festival de Cannes. Ouais. Et c'est son 16e long-métrage. Donc c'est vraiment un cinéaste à peu près tous les 2 ans. Il est en compétition à Cannes. Exactement. Le dernier étant l'an dernier. On avait vu ici même Les Bonnes Étoiles et l'acteur avait obtenu le prix d'interprétation masculine. Donc. Effectivement, Hirokazu Koreeda, un auteur japonais très prolifique. Ouais, très prolifique. Mais qui n'avait pas forcément totalement convaincu tous les festivaliers avec ce dernier film, effectivement un peu curieusement construit, même si l'écriture du scénario, il est assez logique d'avoir ce prix du scénario. Oui, c'est plutôt bien situé en fait. Mais c'est vrai que c'était un peu étonnant. Alors maintenant, c'est le prix du jury qui va être décerné. Donc ça, c'est un prix un peu plus haut dans la hiérarchie des prix, on va dire. Le prix du jury qui va être décerné par l'acteur Orlando Bloom. Bonsoir. I love Cannes. J'adore Cannes. Being able to bridge differences is not. Ce n'est pas un exploit facile de rapprocher des gens différents. On peut essayer de copier le jury qui a respectueusement débattu. Enfin, respectueusement, nous ne savons jamais ce qui se passe dans les coulisses.
Mais vous avez l'air de bien vous entendre encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous avez vu 21 films en 10 jours. Et ceci a dû vous rapprocher. C'est vraiment cela, le cinéma. Des personnes qui ne se connaissent pas partagent une expérience et ensuite s'en vont poursuivre leur propre chemin. Ruben, c'est à vous. Yes, okay. Your prize is going to be presented by Mariam Toussani and Atik présenté par Mariam Toussani et Atik Rahimi. Le prix du jury est attribué à Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki. Alors, Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki, donc réalisateur finlandais. Il a 66 ans. Il est pour la 5e fois en compétition. Il a eu le Grand Prix en 2002, je crois, si je me souviens bien. Il filme l'époque contemporaine, deux trentenaires sans le sou qui vont se rencontrer avec une passion commune pour le cinéma et la chanson et le karaoké. Ils vont se rencontrer dans un karaoké. C'est un film très musical. Voilà, là on voit ces deux acteurs, Jussi Vatanen et Alma Pöysti n'est pas là, qui viennent recevoir le prix. Bonsoir. Bonsoir. We've had a most amazing and heartwarming week. Nous avons eu une semaine particulièrement chaude quant au climat à Cannes. Merci beaucoup. Et nous avons un message de Aki Kaurismäki. Nous avons des petits mots de la part de Aki Kaurismäki. C'est pas long. Alors, je suis profondément honorée d'avoir participé à ce festival qui continue de faire vivre le cinéma. Merci et twist and shout. Jussi Vatanen et Alma Pöysti, ses interprètes, reçoivent le prix pour Aki Kaurismäki qui avait déjà remporté le Grand Prix en 2002 pour l'homme. Alors Aki Kaurismäki, qui n'est pas là. Aki Kaurismäki, on sait que c'est un homme qui donne peu d'interviews, qui parle peu, qui s'exprime pas, donc il a envoyé ses deux jeunes acteurs sur scène pour récupérer sa récompense. Oui, même ces films sont très peu bavards, il y a peu de dialogue, ce sont vraiment des films tragicomiques avec un humour très pincant de rire, un humour à froid. Et là, dans le film pour lequel il a obtenu le prix du jury, donc Les feuilles mortes, c'est aussi une tragicomédie. Et peut-être un hommage à Chaplin aussi, Elisabeth Lequéré, ce film. En fait, ce qui est formidable chez Aki Kaurismäki, c'est que, un peu comme Chaplin, il part des choses les plus tristes du monde, du plus douloureux, la solitude, la faim, le chômage. Et c'est vrai que sur le papier, si je vous dis deux chômeurs se rencontrent, un a été viré parce qu'il est alcoolique, l'autre parce qu'elle a piqué un sandwich périmé dans un supermarché, ça porte pas franchement à la rigolade. Et pourtant, comme chez Chaplin, ça donne un grand film solaire avec beaucoup de musique. C'est presque un film karaoké. Et puis de l'humour, des dialogues incroyables. C'est un grand maître de l'humour à froid, Kaurismäki, et beaucoup de burlesque comme chez Chaplin. C'est un film merveilleux. Le Grand Prix va être décerné. Attendez, comment s'appelle-t-il? Alors là. So sorry. Non, désolé. Best director is going to be presented Le prix va être présenté par Damien Sifron. Damien Sifron, petit cafouillage avec les petits papiers. Merci. La mise en scène goes to Tran Anh de Podofé. Mise en scène pour le réalisateur français d'origine vietnamienne. Donc La Passion de Dodin Bouffant. Il s'appelle Tran Anh. C'est une ode à la gastronomie française. Donc La Passion de Dodin Bouffant, et qui est sous-titré pour les Anglais Pot-au-feu, le pot-au-feu. Je voudrais remercier le jury. Merci beaucoup. Nous ne nous connaissons pas du tout dans la vie, mais ce soir, un lien très fort nous lie. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Je voudrais tout d'abord remercier
l'homme le plus important de ce film, mon producteur, Olivier Delbosque, pour sa persévérance. C'est son amour du cinéma qui lui a donné le courage d'être à mes côtés pour parcourir ce chemin vraiment difficile pour parvenir à un film. Je voudrais aussi remercier Juliette Binoche. C'est vraiment une femme c'est vraiment la femme d'une seule parole, parce qu'elle m'a promis, elle est restée sur le film malgré toutes les difficultés. Voilà, et sa présence de star est extraordinaire dans le film. Je voudrais remercier Benoît Magimel qui est là dans la salle. Dire qu'il a du talent, c'est un euphémisme. Dire qu'il est généreux, qu'il est attentif à ses partenaires, c'est encore un euphémisme. J'étais vraiment honoré d'avoir pu travailler avec toi. Tu as apporté énormément à ce film. Je te remercie beaucoup. Donc voilà, Tran Anh Ung, le réalisateur de La Passion de Dodin Bouffant, obtient le prix de la mise en scène. Donc un grand film sur la cuisine française. Il avait déjà abordé la cuisine d'ailleurs dans un de ses premiers films. Il a été caméra d'or en 93 dans L'odeur de la papaye verte. Alors ce film, La Passion de Dodin Bouffant, c'est l'adaptation d'un roman de Marcel Rouff, un duo entre Monsieur Dodin, qui est un riche bourgeois retiré dans son château en Anjou, qui voue sa vie à la cuisine, à la gastronomie, et c'est une passion qu'il partage avec Eugénie, sa cuisinière, donc Juliette Binoche et Benoît Magimel, ce duo de cinéma. Et donc mise en scène, parce que l'essentiel du film, Elisabeth, consiste à la préparation de repas dans une magnifique cuisine de château. Oui, et c'est toute une chorégraphie. D'ailleurs, on apprend pas mal de choses, entre autres sur la préparation de la sauce bourguignonne et du vol au vent. Oui, c'est peut-être un peu déconcertant que ce film ait le prix de la mise en scène. Parce que beaucoup l'ont trouvé très très académique. Ça va beaucoup jaser chez les metteurs en scène, ce prix de la mise en scène. Mais pour un film quand même très académique, certes, qui plaît beaucoup à l'international, qui plaît beaucoup aux Américains. Alors, à la vérité, ils ont trouvé un titre pour les anglo-saxons génial, The Pot-au-Feu. Donc, on pense que ça va aussi bien cartonner que Ratatouille, tous les titres de films français avec des noms de plats. Mais voilà, c'est un film qui est vraiment fait pour l'international. Il y a quand même de belles images. Oui, mais alors, encore une fois... Alors mais là, pas d'inventivité, vous avez trouvé, je peut-être. ne sais pas, il y a des très belles images, il y a des très beaux intérieurs, il y a des très beaux décors, très beaux costumes, une lumière un peu jaune, on va dire, avec des dorés, les usages de filtres. Certains diront une image publicitaire. En tout cas, ceux qui ont la dent la plus féroce. C'est un film qui mêle cuisine et sensualité, parce que c'est pas uniquement sur la cuisine. Alors évidemment, vous allez apprendre plein de recettes en allant le voir, mais c'est aussi l'épanouissement de la relation entre un homme et une femme qui vivent leur passion commune pour les créations culinaires, un peu un tableau vivant. Alors maintenant, vient d'entrer sur la scène du Grand Théâtre Lumière la star des stars, Quentin Tarantino. Il va remettre. Ils n'ont pas dit quel prix, donc il reste encore le Grand Prix et la Palme d'Or. Donc j'imagine le Grand Prix. J'aime les films bruts, étranges, tordus. Et s'il y a un réalisateur qui incarne ce principe, cette liberté qui mène à ce qui vous passionne, alors il devient mon héros. Il aura rempli mes yeux, ma tête, mon cœur et ceux du public d'un pur plaisir cinématographique, et ce pour des décennies. À Cannes, le peuple de Cannes, c'est un honneur de vous présenter ce monsieur, un mythe, monsieur Roger Corman. Quentin Tarantino qui fait le show et qui présente Roger Corman, une légende du cinéma américain. Il a 97 ans, c'est un réalisateur de
série B, on va dire. Série Z, mais en fait, ce qu'il a fait, Corman, c'est qu'il a fait entrer dans la piste beaucoup de jeunes acteurs et de jeunes réalisateurs. On pense à Coppola, Scorsese, Jack Nicholson en tant qu'acteur. Donc c'est vraiment un mythe du cinéma et on peut imaginer que Tarantino est à genoux devant cet homme. J'imagine qu'il a vu tous les films. C'est un producteur. Donc on voit les jury l'applaudit debout. Tous les membres du jury sont debout. Et derrière, on voit toutes les affiches des films de Corman. 97 ans. Il est souriant. Ouais, la salle est debout. Donc pour le Grand Prix, qui va être bientôt décerné. C'est un long hommage, un long applaudissement. Il savoure. Je ne crois pas, alors je ne sais pas si on a vérifié, mais qu'aucun des films de Roger Corman ait jamais été montré au Festival de Cannes. Peut-être dans des sections parallèles, je ne sais pas. C'est une colle. À vérifier, Sophie. Cannes, enfin. Et quelle joie de partager cette scène avec Quentin. Mon cinéma ne connaît pas d'inhibition. Il est plein d'excès, de rire. J'ai l'impression que Cannes l'est également. C'est le plus intéressant festival du film au monde. Et vous avez tous de la chance d'en faire partie. Merci. Voilà, Roger Corman sur scène à côté de Quentin Tarantino. Donc Roger Corman, cinéaste légendaire américain, qui va annoncer, le jury va annoncer le Grand Prix. Maintenant, le Grand Prix va être annoncé par Julia Ducournau. Julia Ducournau, Palme d'Or 2021. Le Grand Prix est attribué à The Zone of Interest by Jonathan Glazer. The Zone of Interest de Jonathan Glazer, donc réalisateur britannique. C'est le film qui a sans doute le plus marqué le festival. Je crois qu'il a été encensé. Il nous a littéralement laissé sans voix. C'était le plus beau film. The Zone of Interest, c'était le terme, vous savez, qui désignait la zone de 40 km² autour du camp d'extermination d'Auschwitz. Et il aborde le thème de la Shoah par le biais de la vie du directeur du camp, Rudolf Höss, et de sa famille. Il est Voilà, il est sur scène, il est britannique, il a réalisé peu de films, il n'en avait pas fait depuis 10 ans. Bonsoir à tous. Si ça ne vous dérange pas, je suis très mauvais à l'improvisation, je vais lire. Merci à Thierry et au jury et au Festival du film de Cannes de nous avoir invités à ce festival. C'est un grand honneur, c'est un rêve. Merci beaucoup à nos partenaires, Access, à A24. Merci également à mon épouse et à mon producteur Jim. À chaque étape de ce projet, nous avons eu parfois des difficultés, mais nous y sommes parvenus. Merci à Locri, Chris, Paul, Johnny, Bartek et à tous les artistes et techniciens. Donc Jonathan Glazer qui donc remporte le Grand Prix pour The Zone of Interest. Elisabeth Lequeré, c'était votre film préféré? C'est clair, oui. Enfin, un de mes deux films préférés. C'est le film le plus abouti, le plus bouleversant et certainement le plus glaçant du festival, puisqu'en fait on nous parle de la destruction des Juifs d'Europe, mais pas en nous montrant justement les chambres à gaz, mais la vie
très très bourgeoise, très calme, très sympathique de cette famille, donc le commandant du camp, Rudolf Höss, et sa femme, et qui vivent leur rêve arien en fait, d'élever leur famille dans un espace bucolique qui jouxte en fait le camp de la mort. Voilà, et donc c'est magnifique, effectivement, elle est obsédée par son jardin, sa petite piscine, son potager magnifique qui est enrichi avec un engrais à base de cendres dont on se doute bien d'où elles viennent. Et donc c'est un film absolument magistral. Apparemment, il a tourné avec la grande actrice allemande Sandra Hüller, qui joue justement la femme de ce commandant. Et on est absolument glacé. Il paraît qu'il avait 10 caméras. C'est-à-dire il a tourné dans cette résidence bourgeoise avec 10 caméras. Il a laissé les acteurs un peu en roue libre et chacun dans une pièce. Et donc on a le quotidien de cette famille qui vit, vous le disiez Isabelle, son rêve arien juste à proximité de l'horreur. Et vous parliez des caméras, c'est très important parce que dans The Zone of Interest, tout s'observe en grand angle ou alors depuis le pas d'une porte. C'est assez stupéfiant le procédé. C'est très créatif en fait. C'était sans doute tout commence même dès le début du film de Zone of Interest. Il commence par quand même 3 minutes d'écran noir avec une bande son un peu distordue, comme si Jonathan Glazer invitait le spectateur à descendre, soit à remonter dans le temps ou alors à descendre dans les entrailles du mal, juste avant donc d'arriver à cette description du quotidien idyllique d'une famille de nazis à l'ombre des fours crématoires. Et sur la scène du Grand Théâtre Lumière, Jane Fonda, l'actrice mythique américaine, elle est là pour remettre la prestigieuse Palme d'Or. Elle aussi est venue de nombreuses fois à Cannes. Elle le rappelle. Quelle énergie! Un grand nombre d'entre vous n'étaient même pas nés. C'était différent, c'était plus petit, c'était dans un autre palais. Et plus important, aucune femme était en compétition à l'époque. Et on n'avait rien remarqué, on ne s'est pas dit il y a quelque chose d'anormal. On a beaucoup progressé depuis lors. Mais il reste du chemin à parcourir. Il faut célébrer le changement lorsqu'il se produit. Et cette année, pour la toute première fois, comme Roger Corman vient de le dire, c'est le festival qui est le plus prestigieux et important au monde. Et 7 réalisatrices sont en compétition. C'est un tournant historique. Mais un jour, ça paraîtra tout à fait normal. Hier soir, j'étais à Paris pour la soirée de L'Oréal Lights and Women. 16 jeunes réalisatrices avaient des courts-métrages en compétition. Il faut beaucoup de talent pour faire un bon court-métrage. Quelle superbe manière de faire ressortir de nouvelles réalisatrices. Je suis fière de L'Oréal. Je suis certaine que, comme pour moi, ce festival vous redonne confiance. Donc une femme engagée sur la scène, Jane Fonda, qui est là pour, on le sent, on l'entend, qui est là pour remettre une palme d'or pour la première fois à une réalisatrice. On attend bien sûr le nom, on se doute. On sait déjà. Elle n'est pas là pour rien. Et donc voilà, elle est là pour un moment historique. Et je félicite. Et donc, comme il y a 7 femmes en compétition. Oui, mais qu'on sait quelles équipes ont monté. On se doute déjà qu'elle sera française, cette femme. Ça y est, annonce de la Palme d'Or. The Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier. Justine Trier pour le film Anatomie d'une chute. Voilà. Deuxième cinéaste française à décrocher la prestigieuse Palme d'Or. Juste 2 ans après Julia Ducournau, qui est donc l'avait remporté pour Titane et qui fait partie du jury. Faut-il y voir aussi de la sororité, même si ce film a été salué pour sa grande maîtrise
du scénario et de la mise en scène. Film extrêmement bien maîtrisé de bout en bout, complexe, à plusieurs niveaux de lecture. Voilà, c'est l'anatomie d'un couple. Elle est embrassée par toute son équipe. Voilà, elle n'a pas encore eu le temps de monter sur le podium, toute décoiffée. Sous la voix atténuée. Elle arrive. Et elle embrasse Jane Fonda, qui lui remet la palme, sa palme d'or. Et le jury est debout pour l'applaudir, tout comme la salle du Grand Amphithéâtre Lumière. C'est donc Justine Triet qui devient la troisième femme, après Jane Campion, qui était Palme d'or ex aequo, et donc Julia Ducournau à obtenir la Palme d'or. Sandra, vous pouvez venir, les acteurs, les producteurs, merci. Voilà, elle fait venir Sandra Hüller, l'actrice allemande, qui est le rôle principal d'Anatomie d'une chute, et qui joue aussi d'ailleurs dans le film qui a obtenu le Grand Prix, The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Sandra Hüller, donc presque doublement elle-même récompensée ce soir. Là, toute l'équipe du film Anatomie d'une chute monte sur la scène, les acteurs, le réalisateur et scénariste Arthur Harari, qui a coécrit le film avec Justine Triet. Qui est aussi son compagnon à la ville. Elle a l'air complètement débordée. Elle est submergée par l'émotion. C'est vraiment une enfant de Cannes, Justine Triet. C'est son 4e long métrage et elle les a tous présentés ici depuis la bataille de Solferino. Mais qui était dans une section vraiment très parallèle, la CID. C'est la 2e fois là qu'elle est en compétition. La 2e fois après, la première c'était avec Sibylle. Et on peut dire que chacun de ces films est meilleur. Ça a commencé très fort et c'est de mieux en mieux. C'est un film de procès, Anatomie d'une chute. Un film d'enquête, puisqu'une femme, une autrice à succès, est soupçonnée, accusée d'avoir tué son mari. Donc il y a un peu toutes les versions. Il y a une partie un peu enquête, puis en tout cas sa version, la version des différents témoins qui parlent à son avocat. Et puis effectivement le procès. Et là on voit le procès d'une femme. On va écouter Justine Triet. Merci. Je ne sais pas lequel prendre. Ouais. Merci, je veux remercier d'abord en premier Arthur Harari qui s'est laissé kidnapper pendant 3 ans. C'est pas un scénariste, c'est un cinéaste et je l'ai kidnappé, il s'est laissé kidnapper. Et on a écrit ce film ensemble et c'est... Voilà, je peux pas ne pas penser à lui au tout début. Je veux évidemment remercier Sandra Hüller qui m'a fait fantasmer ce film. J'ai fantasmé, merci en fait de m'avoir laissé habiter ton cerveau, ton corps. Et merci évidemment à Milo, cet enfant qui est arrivé comme ça. Merci à Swan Arlo évidemment, à Antoine Reynard et à mes producteurs chéris, à Marie-Ange Luciani, à David Thion. Merci énormément, évidemment à MK2, au Pacte. Thierry Frémaux, Christian Jeune, et merci infiniment au jury. Ce film est le film le plus intime que j'ai jamais écrit. Je pensais pas avoir ça, donc forcément je pensais switcher très vite sur autre chose. Mais voilà, je voulais juste dire que je suis heureuse d'avoir fait un film. Parce que je suis allée voir mes producteurs en proposant une série et ils m'ont dit tu devrais peut-être faire un film. Donc je suis heureuse d'avoir fait ce film avec vous et voilà. Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Discours très très engagé de Justine Triet qui reçoit la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. Formidable portrait d'une femme accusée du meurtre de son mari. Il est retrouvé mort au pied de son chalet. Est-il tombé? S'est-il suicidé? Voilà, le film passe en coupe réglée, un décortique en fait dissèque un couple et l'inversion des rôles dans ce couple. Quelle est la place de la femme? Quelle est la place de l'homme? Donc voilà, elle ne s'est pas contentée, Justine Triet, d'exprimer sa joie avec cette palme qu'elle tient entre ses mains. Le film sortira le 23 août en salle. Et donc, elle en a profité pour faire une tribune contre la contestation, enfin pour soutenir la contestation de la. Et le mouvement social a fini par rattraper Cannes. Le mouvement de contestation de la réforme des retraites qui a été nié, qui n'a pas été entendu, a-t-elle dit. Et finalement, voilà, c'est cet écho sur la grande scène du Théâtre Lumière. Mais d'ailleurs, on entend bien que ça ne plaît pas à tout le monde. On entendait quelques sifflets quand même. Oui, parce que certains diront que ce n'est pas le lieu. Mais c'est vrai qu'en début de festival, on s'était dit que peut-être il y aurait un écho de la contestation sociale ici à Cannes et finalement qui n'a pas pu s'exprimer. Souvenez-vous, la CGT avait plus ou moins menacé ou annoncé des pannes ou de couper le courant. Il y avait eu quand même des manifestations devant le Carlton, mais même Thierry Frémaux en avait parlé. Voilà, et en disant nos amis de la CGT, peut-être qu'un terrain d'accord avait pu être trouvé. Et effectivement, que Justine Triet s'est saisie de cette tribune. C'est une tribune internationale. On sait que le Festival de Cannes est l'événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques. Donc elle s'en est saisie pour effectivement dire tout ce qu'elle pense et ce qu'elle pense de mal de la réforme des retraites. Oui, et aussi de pas oublier le film. Et aussi de la marchandisation de la culture, puisque elle a dit qu'elle était un pur produit elle-même de l'exception culturelle, puisque voilà, c'est assez complexe de faire un film. C'est un engagement long. Elle a remercié son compagnon avec lequel elle a écrit ce film, Arthur Harari. C'est un travail souvent de 3 ans. Il faut trouver des producteurs. Surtout qu'elle ne vient pas du Sérail, elle n'a pas fait d'école de cinéma, elle est artiste, plasticienne à l'origine. En tout cas, elle crée aussi, je l'ai entendu dans une autre radio en parler, donc elle a évolué dans le système du cinéma indépendant. Vous le disiez, Elisabeth, son premier film, La bataille de Solferino, avait été très remarqué à la section Acide, la section des cinéastes indépendants. Et effectivement, on connaît son côté engagé, là, dont elle a fait la manifestation sur la scène. Mais vous disiez, Elisabeth, que ça serait dommage que ça occulte effectivement toutes les qualités du film. Oui, parce que c'est un film incroyable. On le disait, avec cette actrice extraordinaire, Sandra Hüller. Au début, ça commence comme une sorte, si je peux dire 2 mots du film, ça commence comme une sorte de comédie un peu noire avec cet homme, voilà, cette chute. Il est tombé du toit. Il est tombé du toit. Est-ce que c'est un suicide, un accident? Est-ce que sa femme l'a tué? Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que peu à peu, ce qu'elle nous dit est de plus en plus profond. Elle nous entraîne en fait dans les zones grises de ce couple qui est en apparence parfait. Et en fait, ce qu'elle raconte, et c'est ça son sujet éternel à Justine Triet, même si elle est toute jeune, même si elle a fait seulement 4 longs métrages, c'est le couple. C'est-à-dire là, elle le dit clairement, puisque c'est un film de procès. Elle voit le couple. Cette femme est accusée. Sa vie intime va être complètement dépecée, examinée, et on va peu à peu comprendre que ce couple parfait, il était beaucoup moins que ce qu'on pouvait croire a priori. Elle dit le couple, de toute façon, c'est toujours une zone de guerre, c'est-à-dire c'est une guerre territoriale. Et tous ces films le montrent, et je trouve avec de plus en plus de maîtrise et de profondeur.
Et c'est aussi le procès d'un couple d'artistes qui a été, un film construit aussi par un couple d'artistes, puisque c'est un couple à la ville, donc c'est aussi un peu un écho peut-être à sa propre vie. Alors la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes vient de se terminer. Dans la salle va bientôt être projeté en séance de clôture le dernier film d'animation Pixar qui s'appelle Élémentaire de Peterson. On reste encore un petit peu ensemble pour commenter ce palmarès que je vais vous rappeler. Donc la Palme d'Or, on vient de le dire, donc revient à Justine Triet, réalisatrice française pour Anatomie d'une chute. Le Grand Prix est décerné au Britannique Jonathan Glazer pour The Zone of Interest. Et le prix du jury va à Aki Kaurismäki, les Finlandais, pour Les Feuilles mortes. Scénario pour Koreeda avec Monster, et puis mise en scène pour le film La Passion de Dodin Bouffant, film hommage à la tradition gastronomique française. Il est signé du réalisateur Tran Anh Ung. Le prix d'interprétation féminine va à une actrice turque qui s'appelle Merve Dizdar. Elle est l'actrice du film de Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes Sèches. Et puis le prix d'interprétation masculine est décerné au japonais Koji Yakusho, qui est l'interprète principal du film de Wim Wenders, qui s'appelle Perfect Days. Perfect Days. Voilà. Donc on va revenir un petit peu commenter pendant quelques minutes ce palmarès. Peut-être chacune peut dire un mot. Alors, il y a des surprises quand même. Par exemple, le prix d'interprétation féminine à cette actrice, aussi bonne soit-elle, dans le film de Nuri Bilge Ceylan, on est quand même un peu surpris. C'est pas l'interprète principal. On espérait beaucoup Sandra Hüller, qui est dans 2 films du palmarès, immense actrice allemande. Mais justement, c'était difficile de donner la Palme d'Or et le prix d'interprétation féminine. Donc on imagine que ça s'est aussi un peu départagé comme ça. Et puis vous savez, souvent un prix d'interprétation féminine, c'est un prix, en fait on voulait donner un prix à un film, et voilà, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure du prix du scénario. Probablement Nuri Bilge Ceylan avait beaucoup de supporters dans le jury. C'est aussi une chose possible. Je trouve que la grande surprise, c'est quand même une surprise malgré tout, Justine Triet, Anatomie d'une chute pour la Palme d'Or. C'était pas forcément elle qui, dont le nom, dont le film ressortait. Puis alors vraiment le prix de la mise en scène pour La Passion de Dodin Bouffant, mais ça doit faire partie des tractations du jury, comme vous le disiez. Oui, mais quand même, je trouve que ça fait sens. C'est-à-dire, c'était compliqué. C'était une année où tous les films, c'était un peu étal. Rien ne sortait, à part The Zone of Interest de Jonathan Glazer, rien ne sortait vraiment du lot. Et là, finalement, voilà, un des plus beaux films, Anatomie d'une chute, à la Palme d'Or. The Zone of Interest, qui aurait pu prétendre à la Palme d'Or, c'est clair, a eu le 2e prix. Kaurismäki n'a pas été oublié. Bon, La Passion d'Odin Bouffant, effectivement, c'est un peu étrange, mais je suis sûre que les Américains vont adorer ce film parce que c'est quand même un film très sensoriel, où on voit beaucoup Benoît Magimel et Juliette Binoche faire la cuisine. On voit de très beaux plats. 2 acteurs qui se bonifient en vieillissant, en plus. On peut le dire. 2 très bons acteurs, 2 très bons acteurs français. Peut-être aussi qu'il y a des considérations maintenant dans le palmarès. En tout cas, j'ai entendu ça ces derniers jours sur la capacité d'un film primé à accueillir du public en salle. Donc peut-être qu'Anatomie d'une chute est peut-être plus bankable, en tout cas peut-être plus attiré de public. The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui est un film beaucoup plus clivant. Voilà, il y a peut-être des considérations, ce type de considérations qui peuvent entrer en ligne de compte. Voilà, alors malheureusement on va pas avoir le temps de repasser des extraits ou de trop détailler ce palmarès. Pourtant il y avait beaucoup de films musicaux avec de très belles bandes d'annonces qu'on aurait aimé vous faire entendre. Est-ce qu'il y a des manquants au palmarès? Oh oui, Elisabeth. Je crois qu'on a le même, Sophie. Exactement. Et moi. C'est les filles d'Olfa de la Tunisienne Kauta Benania, qui est un film essai absolument époustouflant sur l'histoire d'une mère qui a perdu ses 2 filles parties faire le djihad en Libye. Ça, vraiment, on aurait aimé que ce film se retrouve au palmarès. Mais il est plutôt bien noté d'ailleurs. Il a été bien noté. Il a obtenu 4 prix, dont celui de la citoyenneté, dont RFI est partenaire. Donc
peut-être une petite consolation pour ce film qui sortira en salle en France début juillet. Et qui avait un procédé d'ailleurs qui mêlait fiction et documentaire. Bon, écoutez, on ira le voir en salle. Le 5 juillet. En tout cas, merci beaucoup Elisabeth Lequéry et Sophie Torlotin pour cette émission de clôture du Festival de Cannes. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pour cette soirée spéciale. Merci à Pauline Verlon à la réalisation, Richard Ifono, et puis à toute l'équipe technique de RFI, aux moyens vidéo. J'espère qu'on vous a fait vivre ce festival dans toute cette diversité pendant toute cette quinzaine. Le Festival de Cannes, c'est aussi à retrouver sur le site rfi.fr. En tout cas, nous, on a adoré vous faire partager ces 2 semaines de découverte cinématographique mondiale. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Dans quelques instants, il y aura un nouveau journal. Restez bien à l'écoute.